Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a de cela une semaine, Michel Houellebecq a publié un nouvel ouvrage qui s'intitule « Quelques mois dans ma vie ». Il s'agit d'un récit autobiographique et Michel Houellebecq revient sur une période bien précise, entre le mois d'octobre 2022 et mars 2023. Pourquoi ce moment-là en particulier? Eh bien parce que la vie de Michel Houellebecq a été impactée par de grosses polémiques et ça l'a particulièrement marqué. Alors je ne vais pas jouer avec un suspense beaucoup trop long, j'ai détesté la lecture de Quelques mois dans ma vie. J'ai trouvé que c'était une merde infâme et ça fait partie des pires textes que j'ai lus déjà au cours de l'année 2023, mais aussi depuis plusieurs années. Alors certains peuvent être très étonnés parce que j'affectionne particulièrement Michel Houellebecq, je l'ai déjà présenté à de multiples reprises sur la chaîne YouTube, mais je vais être honnête, j'ai détesté cette lecture-là et je vais vous l'expliquer parce que c'est vrai qu'habituellement sur la chaîne YouTube, j'aime vous présenter des ouvrages que j'ai adorés pour vous inciter à les lire. Et bien là, je vais prendre le contre-pied de cette règle habituelle puisque je vais vous présenter un ouvrage que j'ai détesté et je vais vous expliquer pourquoi, en apportant bien entendu des critiques constructives à la fois à l'encontre du texte en lui-même, mais aussi à l'encontre de son auteur, Michel Houellebecq. Alors dans un premier temps, je vais essayer de résumer brièvement et de la manière la plus neutre possible les idées que développe Michel Houellebecq à l'intérieur de Quelques mois dans ma vie. Je vais essayer d'être assez rapide parce que de toute façon, ça tient sur un timbre-poste. Et dans une seconde partie de la vidéo, je vais essayer d'apporter des critiques constructives et vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé cette lecture. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Tout d'abord, l'ouvrage débute avec la première polémique qui a particulièrement marqué Michel Houellebecq. Il s'agit des propos qu'il a tenus sur l'islam et les musulmans dans la revue Front Populaire de Michel Onfray, qui s'intitulait, il me semble, La fin de l'Occident ou la chute de la civilisation. Je ne sais plus exactement. En fait, c'était une conversation avec Michel Onfray sur tout un tas de sujets. C'était d'ailleurs une conversation plutôt intéressante qui a été filmée. Alors bien entendu, je ne peux pas dire ici ce qu'a souligné Michel Houellebecq et vous pouvez le trouver de toute façon très facilement. Il y a eu de multiples réactions et le recteur de la Grande Mosquée de Paris a décidé de porter plainte contre Michel Houellebecq pour incitation à la haine. Au final, il s'en est plutôt bien sorti puisque le grand rabbin de France a organisé une rencontre avec le recteur de la mosquée et Michel Houellebecq. Et au final, le recteur a décidé de retirer sa plainte. C'est pour cette raison que Michel Houellebecq a décidé de présenter ses excuses à la communauté musulmane de France et il explique ce qu'il a voulu souligner par ses différents propos, c'est-à-dire qu'il apporte des précisions. Mais surtout, il insiste non pas sur cette possible plainte, mais sur la relation qu'il entretient désormais avec Michel Onfray. Puisque, en effet, Michel Houellebecq et Michel Onfray se sont brouillés à la suite de cet événement, puisque Michel Houellebecq a demandé à Michel Onfray et à Stéphane Simon, donc les deux propriétaires de Front Populaire, de retirer le hors-série en question, où il y avait les propos qui causaient tant de tort à Michel Houellebecq. Le problème, c'est que c'est très difficile de faire retirer de la vente des magazines qui sont déjà en circulation. Et en plus de cela, l'entretien a été filmé. Mais en fait, on comprend très vite que Michel Houellebecq est surtout particulièrement agacé parce qu'il a perdu de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a eu un manque à gagner. Il n'a pas été payé pour réaliser cet entretien. Et selon son agent, Michel Houellebecq aurait pu gagner 200 000 €, ce qui est quand même une coquette somme. Mais ça, c'est vraiment le début de l'ouvrage, c'est vraiment le commencement de Quelques mois dans ma vie, parce que ce qui est au cœur du texte, c'est surtout la seconde affaire, la deuxième polémique, que l'on va intituler l'affaire du no-port de Michel Houellebecq. Alors bien entendu, je ne peux pas citer le mot directement ici, mais je pense que vous savez ce qu'est un no-port et il convient d'expliquer ce qui s'est passé. Il y a de cela quelques mois, Michel Houellebecq a été contacté par un réalisateur néerlandais qui s'appelle Stefan Ruttenbirk. Stefan Ruttenbirk, que l'on va appeler Stéphane par la suite, il est le fondateur du collectif d'artistes Kirak.
Alors clairement, on va le dire de suite, le terme de collectif d'artistes, c'est un abus de langage parce que Stéphane, c'est avant tout un réalisateur de films no-port. Et Stéphane, il s'est fait connaître il y a de cela quelques années en tournant un film avec une personnalité assez controversée, un auteur qui est connu aux Pays-Bas pour avoir des positions conservatrices, qui s'appelle Sid Likassen. Cet auteur conservateur a tourné un film avec Stéphane qui s'intitule Peau de miel. Et dans ce film en question, on voit l'auteur avoir des relations intimes avec une jeune femme qui se présente comme étant néo-féministe et de gauche. Stéphane a expliqué que le but de ce film, c'était de montrer qu'il y avait un puritanisme aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, et qu'en fait, il était possible de réunir deux personnes qui n'avaient absolument pas les mêmes idées pour des ébats intimes. Oui, c'est un collectif d'artistes plutôt étrange. Donc avant tout, le but derrière les grandes idées politiques, c'était surtout de faire de l'argent, de proposer un contenu qui allait faire le buzz, et c'est complètement délirant de voir qu'un auteur conservateur a accepté de tourner dans un film no-port. Donc Michel Houellebecq a entretenu une relation par mail avec ce fameux Stéphane, et Stéphane lui a montré ce fameux film qui s'intitule Peau de miel. Alors au début, Stéphane lui a fait croire qu'il voulait organiser une conférence et une exposition sur Lovecraft, parce que Houellebecq est de base un spécialiste de l'auteur américain et son premier livre porte sur lui. Mais très vite, la discussion a dérivé sur d'autres sujets. Et c'est à ce moment-là que Michel Houellebecq explique qu'il a demandé à Stéphane de filmer ses rapports intimes. Parce que oui, Michel Houellebecq est marié, mais il a des relations extra-conjugales, ce qui est accepté par sa femme, et il nourrit depuis quelque temps une sorte de fantasme, c'est-à-dire d'être filmé et d'avoir une trace de la plupart de ses moments intimes, avec sa femme ou avec d'autres. Et c'est donc à ce moment-là que Stéphane a proposé à Michel Houellebecq de s'occuper de cela, de filmer justement des moments intimes et de lui présenter Jenny, qui est la même femme que l'on voit dans le film Peau de miel, et qui avait eu des relations intimes avec l'auteur conservateur. Tout ce petit monde a accepté, et c'est pour cette raison que Stéphane ainsi que Jenny se sont rendus à Paris, et qu'à ce moment-là, a été filmé des rapports intimes entre Michel Houellebecq et cette jeune femme, qui se présente là encore comme une jeune femme de gauche, mais qui adore les écrits de Michel Houellebecq. Quelques semaines plus tard, Michel Houellebecq s'est rendu à Amsterdam, il a de nouveau rencontré Stéphane et d'autres femmes, mais cette fois-ci, il n'y a rien qui a été filmé, parce que Michel Houellebecq n'a eu aucun rapport intime avec d'autres femmes à ce moment-là. Mais au cours de ce voyage, Michel Houellebecq a fait une terrible erreur puisqu'il a signé un contrat. Ce contrat, il le montre directement dans le livre et il autorise donc Stéphane à pouvoir utiliser les images qu'il a filmées pour réaliser un film. Mais le problème, c'est que ce contrat, il a un effet rétroactif, c'est-à-dire que Stéphane peut utiliser des images qu'il a tournées à Amsterdam. Il ne s'est rien passé à ce moment-là, donc tant mieux pour Michel Houellebecq, mais en réalité, il peut également utiliser les images qui ont été tournées à Paris. Et donc, le but du collectif Kirak, il est très simple, et il était clairement évident depuis le début, c'est qu'ils ont envie de réaliser un film no-port avec Michel Houellebecq en vedette. Et ce Candide de Michel Houellebecq l'a compris bien après, et c'est pour ça qu'il y a eu toute une bataille judiciaire. C'est notamment ce qu'il explique dans le livre. Il est très pessimiste par rapport donc à la décision des juges, mais par contre, un tribunal néerlandais a donné la possibilité à Michel Houellebecq de voir le film et de demander des modifications à Stéphane avant de le sortir. Mais par contre, le réalisateur peut refuser les modifications de Michel Houellebecq, et dans ce cas-là, il doit y avoir une autre plainte qui doit être formulée, et donc c'est un retour devant les tribunaux. Donc il est dans une histoire complètement rocambolesque, et on peut le dire, il est dans la merde. Ce qui frappe de suite quand on lit donc Quelques mois dans ma vie, c'est que Michel Houellebecq explique tout ce que je viens de vous raconter, mais il est particulièrement virulent. Je ne l'ai jamais vu autant virulent dans ses écrits, c'est-à-dire qu'il utilise des termes très insultants pour parler à la fois du réalisateur Stéphane, mais de son entourage. On peut le comprendre parce qu'il s'est fait rouler dans la farine, mais en réalité, Houellebecq peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que c'était
totalement évident que ça allait terminer de la sorte. Michel Houellebecq en profite également pour critiquer les néo-féministes. Il souligne le fait que pour lui, les néo-féministes sont 40 fois pires que les féministes des premières générations. Il dit qu'il déteste les néo-féministes, mais que de toute façon les néo-féministes le détestent aussi, donc c'est un échange de bons sentiments. Michel Houellebecq fait également une autocritique parce qu'il voit bien qu'il a été naïf, qu'il s'est fait avoir et qu'il aurait dû le comprendre au regard de sa notoriété. Michel Houellebecq affirme également que ce qu'il a vécu, c'est-à-dire cette atteinte à sa vie privée, c'est pour lui au même titre que ce qu'une femme subit avec un V. De ce fait, pour l'auteur, ce qu'il a vécu, c'est à peu près comparable à une agression physique. Et pendant des pages et des pages, il explique qu'il a pris cette décision dans un contexte où il était mal, dépressif, que les gens ne se souviendront que du no-port de Michel Houellebecq, que les gens vont oublier les livres qu'il a écrits, qui se focaliseront sur ça, etc. Bref, il ne cesse de pleurer tout au long du texte jusqu'à la fin, puisque l'ouvrage se termine sur une note très pessimiste, puisqu'il dit que de toute façon, ses chances de gagner dans cette affaire sont très minces. Maintenant que j'ai abordé brièvement les idées que développe Michel Houellebecq à l'intérieur de son texte, il convient d'apporter des critiques. Tout d'abord, la première chose qui saute aux yeux lorsque l'on lit Quelques mois dans ma vie, c'est à quel point le texte est pauvre et vide. C'est-à-dire que déjà on est sur un texte plutôt court, on est à peu près sur 100 pages, mais la longueur d'un texte ne fait pas sa pertinence. Vous pouvez avoir des textes qui sont très courts avec beaucoup d'idées développées parce que l'auteur a réussi à dire quelque chose en un minimum de mots et ça peut être particulièrement puissant. Donc déjà la forme fait que le texte est court, mais en plus de ça, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Michel Houellebecq tourne en boucle sur cette fameuse affaire du no-port et qu'il a voulu rajouter la polémique du Front Populaire juste pour rajouter quelque chose et pas parler exclusivement de l'affaire du no-port à Amsterdam. D'ailleurs, Michel Houellebecq arrête pas de passer du coq à l'âne. Il n'y a aucune forme de structure. Il aborde la première polémique, puis la deuxième, il revient sur la première et surtout, il va citer tout un tas d'auteurs comme par exemple Baudelaire pour donner une sorte de consistance à son texte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Michel Houellebecq, pour donner une sorte de légitimité, il est obligé d'aller chercher certains auteurs pour rajouter quelques références à droite et à gauche. Mais ça ne marche pas, parce que ça n'arrive pas à combler un vide qui est omniprésent. De plus, pour moi, cet ouvrage repose sur un paradoxe qui est quand même très important. C'est le fait que Michel Houellebecq arrête pas de répéter tout au long du texte qu'il a peur que les gens se souviennent de lui exclusivement par rapport au no-port. Mais le souci, c'est qu'en écrivant ce livre sur ce sujet-là, et presque exclusivement que sur ça, il va créer une sorte d'effet Barbara Streisand, dans la mesure où je suis sûr que certaines personnes qui n'avaient pas connaissance de cette affaire, et c'est d'ailleurs le cas dans mes proches, ont appris que Michel Houellebecq avait tourné dans un no-port avec la publication de ce livre. Alors oui, les médias français avaient largement abordé ce sujet-là, mais en fait, il va lui-même faire de la pub par rapport à ce qu'il a fait, alors que sa crainte justement, c'est d'être connu que pour ça. Donc c'est un petit peu contre-productif. Quand on lit Quelques mois dans ma vie, il est possible de constater que Michel Houellebecq est devenu en quelque sorte une parodie de lui-même ou une parodie de ses personnages de romans. Je m'explique. Dans les romans de Michel Houellebecq, on a des personnages qui évoluent dans un univers jugé décadent. Ils souffrent même de cette décadence qu'ils embrassent pourtant en parallèle. Ils sont impactés négativement, par exemple, dans leur vie personnelle et sentimentale. Et il y a toujours une dichotomie assez intéressante dans les œuvres de Houellebecq, c'est à la fois le côté grandeur et décadence, le côté pathétique et le côté combattant. C'est-à-dire que très souvent, dans les romans de Michel Houellebecq, et notamment dans Sérotonine et dans Anéantir, on a des personnages principaux qui décident de réagir, d'avoir une réaction par rapport à l'univers dans lequel ils évoluent. Et c'est d'autant plus visible dans Sérotonine. Ça ne veut pas dire que ça marche dans la plupart des cas et que l'issue n'est pas tragique, mais il y a quand même cette volonté de réaction. Et en fait, Michel Houellebecq, il est exactement à l'image de ses personnages, c'est-à-dire qu'il oscille constamment entre une forme pathétique et nihiliste et une forme plus de combattant, de réaction. C'est-à-dire que parfois, Michel Houellebecq a une dimension politique, voire même métapolitique, en dénonçant certains phénomènes dans ses livres. Il dit lui-même dans ce dernier ouvrage
qu'il aimerait jouer un rôle actif dans le débat sur l'euthanasie, puisque Michel Houellebecq est totalement contre, car pour lui, une civilisation qui met en place l'euthanasie perd tout droit au respect. Donc il y a ce Michel Houellebecq qui est plus politique, qui souhaite peser dans le débat public, et de l'autre côté, on a le Michel Houellebecq qui enchaîne clope sur clope à la radio et qui est dans cette posture nihiliste de toute façon, moi je m'en fous de tout, de toute façon la civilisation va s'effondrer, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à jouir de cette décadence et c'est tout, dans une posture en fait passive. Et Michel Houellebecq fait constamment le funambule entre ces deux postures, entre cette posture plus de combattant et celle du nihiliste qui s'en fout de tout. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à le cerner. Par exemple, quand on prend Michel Onfray, qu'il cite d'ailleurs dans son texte, Michel Onfray, de base, il était plutôt dans une posture nihiliste, notamment quand il avait écrit Décadence, en disant que tout était perdu, etc. Mais maintenant, il a une dimension plus politique, par le biais de sa revue Front Populaire et par le fait qu'il veut présenter des listes pour les élections européennes. Et même quand Michel Houellebecq est dans cette posture de combattant, c'est-à-dire dans cette dimension plus politique, il n'arrive pas à faire le lien entre certains phénomènes qu'il dénonce et des choses qu'il accepte pourtant tacitement, voire même dans lesquelles il participe. Et l'exemple du no-port, c'est ce qui illustre le mieux cette schizophrénie. C'est-à-dire que par exemple, Michel Houellebecq a plusieurs fois affirmé que le grand problème de notre civilisation, et de d'autres civilisations comme par exemple la civilisation japonaise, c'était la baisse de la natalité. Il a dit la dernière fois dans un entretien au Figaro que le grand problème, c'était pas tant le no-port, mais plutôt le fait que les gens n'avaient plus de relations charnelles, qu'il y avait une sorte d'asexualité ambiante. Mais en fait, Michel Houellebecq ne comprend pas une chose qui est pourtant évidente, c'est que le no-port participe justement à cette absence de relations charnelles. Et on l'a vu la dernière fois en direct dans le deuxième épisode de Hotline Baron, avec le cas de James, un baron de la communauté qui nous a expliqué que lui, désormais, il préférait regarder du no-port parce qu'il y avait une jouissance qui arrivait de suite que de se mettre en couple, que de trouver une copine et d'avoir des relations dans le réel. C'est-à-dire que Michel Houellebecq est incapable de faire le lien entre ce qu'il appelle, lui, cette asexualité, le fait que les gens, eh bien, n'ont plus de relations charnelles dans le réel, et le fait que le no-port s'est développé depuis quelques décennies. Michel Houellebecq critique dans son texte les néo-féministes, mais cette critique repose là encore sur un paradoxe assez important. Michel Houellebecq a des relations multiples avec tout un tas de femmes et il n'est pas du tout, même s'il est marié, dans cette volonté de fidélité. Ce n'est pas un conservateur ni même un traditionnaliste. Il ne s'est jamais présenté comme tel, on est bien d'accord. Mais ce que je trouve risible, c'est qu'il dénonce d'un côté les néo-féministes alors que lui-même est un phallocrate. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est grâce au discours des néo-féministes qu'il peut faire ce qu'il a envie de faire, et notamment coucher à droite à gauche. Michel Houellebecq, en tant que phallocrate, il peut jouir de certaines avancées, entre guillemets, qui ont été réalisées par les néo-féministes. Par exemple, la libération sexuelle, le fait que désormais, avec la pilule, on peut gérer son nombre de partenaires, etc. Puisque lui-même est dans cette logique de multiplication des partenaires. Donc en fait, Michel Houellebecq méprise les néo-féministes, alors qu'idéologiquement, il est plus proche de ces dernières que d'un conservateur, qu'il le veuille ou non. Et d'ailleurs, on voit que tout au long du texte, Michel Houellebecq nourrit une haine assez importante, notamment envers la jeune femme avec qui il a eu des relations dans le cadre de ce film X. Mais Michel, personne t'a mis un couteau sous la gorge. C'est-à-dire que c'est toi-même qui as accepté d'avoir cette relation charnelle avec cette jeune femme. Donc en fait, Michel Houellebecq dénigre des néo-féministes qui sont dans cette logique de libération sexuelle, alors que lui-même jouit de cette même libération. Donc pourquoi leur en vouloir alors qu'ils profitent en quelque sorte d'elle? Ce n'est pas logique. Et d'ailleurs, on peut également parler de la grande naïveté de Michel Houellebecq. À quel moment il n'a pas vu venir le fait que Stéphane, le réalisateur des films Kirak, allait filmer Houellebecq au cours d'un de ses ébats pour ensuite diffuser la scène, sachant que c'est écrit noir sur blanc
dans le contrat. Alors bien sûr, on peut dire que Stéphane a voulu tromper Michel Houellebecq et qu'il y a une sorte de vice caché à l'intérieur du contrat, mais Stéphane s'est présenté en qualité de réalisateur de Chirac. Il lui avait montré le film avec le conservateur qui avait eu cette relation avec la jeune femme, et il savait que ça avait été filmé et diffusé. Et parfois, j'ai même du mal à croire en la sincérité de Michel Houellebecq, c'est-à-dire que j'ai même l'impression qu'il souhaite en quelque sorte se rapprocher de l'un de ses idoles, c'est-à-dire Charles Baudelaire. Parce qu'on a l'impression que Michel Houellebecq a envie de lui-même créer certaines polémiques, de se retrouver devant les tribunaux ou dans des affaires en quelque sorte grivoises pour se rapprocher de son idole, pour être en quelque sorte immortel, cet écrivain maudit qui écrit des romans qui sont, de mon point de vue, très qualitatif et qui en même temps est une personnalité complexe. Et j'ai eu cette impression que parfois Michel Houellebecq voulait faire le Dark Sasuke au fond de la classe en disant sombre est mon passé, sombre est mon futur, et qu'il trouvait une certaine jouissance à se retrouver dans cette situation. Après, il faut souligner quelque chose aussi de très important, c'est-à-dire que Michel Houellebecq a un ego surdimensionné et il pense sincèrement que l'intégralité des Français est intéressé par cette histoire du no-port de Michel Houellebecq. Mais en réalité, les Français s'en foutent complètement de cette histoire. Je trouve également que le fait de comparer le V que peut subir une femme et la situation de Michel Houellebecq est complètement disproportionné, dans la mesure où il ne faut pas oublier que Michel Houellebecq était parfaitement conscient qu'il était filmé au cours de ces ébats. Alors bien sûr, on peut comprendre aisément qu'il se sent lésé dans cette affaire et qu'il a l'impression qu'il y a eu une violation de son intimité, mais cette violation de son intimité, de base, elle a été voulue par Michel Houellebecq lui-même. Il n'en demeure pas moins que j'affectionne toujours Michel Houellebecq en tant qu'écrivain, et j'espère que d'ailleurs il reviendra avec un roman qui sera de nouveau qualitatif. Mais là, j'ai été honnête, j'ai trouvé quelques mois dans ma vie complètement misérables, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le penser, puisque les avis sont majoritairement très négatifs. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et à partager, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.